Simon Robot est pharmacien, PhD, spécialisé en micronutrition, médecin acupuncteur et j'en passe. Il a étudié en France, en Suisse, en Chine. C'est un pharmacien passionné et engagé pour les patients. Avec Simon, nous avons discuté des enjeux de la pharmacie et tout simplement de la vie, de tout ce qui cloche dans notre société et dans le monde de la santé. Simon Robot est un pharmacien unique, une personnalité exceptionnelle avec beaucoup d'enseignements à partager et qui a su exprimer sa singularité dans son officine qu'il a construit comme un théâtre. La pharmacie Sensu, qui est comme il la qualifie, une agora de médecine intégrative qui prend en charge le patient dans son tout. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles et méditez sur les réflexions qui vous sont proposées ici. Bonne écoute. Vous écoutez Le Journal du Pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, je suis à Lausanne en présence de Simon Robot, qui est pharmacien formé en micronutrition, en aromathérapie et j'en passe. Bonjour Simon, comment allez-vous ? Bonjour Chloé, je vais très bien. Et vous ? Super, je suis vraiment heureuse que vous me receviez aujourd'hui, de pouvoir échanger avec un pharmacien qui vient de Suisse parce que c'est assez différent de la France. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter ? Eh bien volontiers, je suis pharmacien diplômé de la faculté de Lausanne. J'ai fait effectivement mes études de pharmacie à Lausanne, puis de concert je me suis spécialisé dans la médecine chinoise et aussi la micronutrition et la phytothérapie médicale. J'ai fait en partie mes études en Chine, où j'ai passé un PhD. J'ai aussi un diplôme, un DU. J'ai fait à la faculté de Dijon en micronutrition, en nutrigénomique. Donc c'est vrai que... Et puis à la base, c'est vrai, je suis tombé un petit peu dans la soupe, comme Astérix Obélix, avec les potions que faisait mon père, puisqu'il était dans l'homéopathie. Il avait un laboratoire homéopathique. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça à m'intéresser à des approches dites alternatives. Du coup, j'ai commencé par des préparations. Voilà, c'est comme ça que c'est un petit peu le savoir-faire du pharmacien, en fait. À la base, c'est de pouvoir préparer des potions ou des préparations magistrales. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est tombé en désuétude. Oui, les préparations, parce que nous, en France, c'est le préparateur qui faisait les préparations, et le temps où le pharmacien faisait la préparation, il est un peu révolu. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment impressionnée quand je suis arrivée en Suisse, c'est que tous les pharmaciens avec qui j'ai discuté m'ont dit que la préparation, c'est la base du pharmacien, et nous, on l'a perdu. Oui, c'est un petit peu le savoir-faire. C'est vrai que ce qu'on apporte par rapport dans la profession médicale, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment confectionner un médicament, quel qu'il soit. Le médecin pose un diagnostic et le pharmacien, pas exécute, mais permet d'être le pendant du diagnostic, à savoir de pouvoir faire des préparations sur mesure. Et c'est là-dessus que j'ai investi mon temps et mon énergie pour mettre en place ce savoir-faire. Et le DU micronutrition à Dijon, il a l'air pas mal réputé parce que pareil, tous les professionnels qui sont formés, ils me disent qu'ils ont fait ce DU. Oui, alors j'étais un des tout premiers à faire ce DU. J'ai eu des maîtres à penser comme le docteur Coudron qui a aujourd'hui une école. Je suis aussi ambassadeur du CIN qui est une institution aujourd'hui sur la médecine intégrative. C'est vrai que mon officine, je l'ai constituée suite à des concours que j'ai remportés en Suisse. Donc j'ai fait partie de différents incubateurs. Parce qu'il est vrai qu'une pharmacie de plus, surtout pour un indépendant, c'est de très très gros risques. Donc c'est vrai que j'ai tout financé. J'ai apporté les fonds propres, j'ai défendu mon projet. Mais c'est grâce aussi à des partenaires financiers que j'ai pu mettre en place ce que vous voyez aujourd'hui. Bien sûr que tout ça n'a pas été sans sacrifice. Je travaille à peu près 18 heures par jour. Donc et puis je vous dis pas que les premières années ont été... j'ai pas compté, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que quand vous voyez Sensu aujourd'hui dire « Ah ouais, c'est super », oui, c'est super, mais il y a beaucoup de transpiration derrière. Et puis je dois dire que malheureusement, le pharmacien, il n'est pas formé pour être un chef d'entreprise de base. Alors il y en a qui ont ça dans le sang. Moi, je l'ai appris sur le tas. Diriger des gens, diriger des équipes, malheureusement, c'est pas ça qu'on fait, en tout cas dans nos études en Suisse.
on est vraiment des rats de laboratoire. Pareil. On fait du labo de 7h le matin jusqu'à 18h et plus. En fait, on fait rien d'autre. On ne sait rien faire d'autre que faire des analyses, la spectrophotométrie. Plus tard, on fait des chromatographies en phase gazeuse. Enfin, il y a une présélection pour l'industrie, pour l'hôpital et l'officine qui est tristement peu représentée. Mais c'est vrai qu'on n'encourage pas tellement, puisque je ne vais pas utiliser ce terme, mais c'est vrai que c'est bâtard. Quelque part, on n'est pas bien défendu, on est mal représenté. On parle souvent du parent pauvre de la médecine, mais c'est révolu tout ça. Il faut arrêter maintenant. On n'est pas, je veux dire, à un moment donné, il faut être qui on est et arrêter d'être complexé par rapport aux médecins. Je ne vois pas en quoi. Merci, j'en peux plus de ça mais non plus. Ce complexe du pharmacien vis-à-vis du médecin, mais je ne comprends pas d'où ça vient, qui c'est qui a instauré ça. Mais j'aimerais juste préciser, c'est pas pour jeter la pierre, mais il est vrai que les étudiants qui s'orientaient pharmacie, c'était quand même des gens qui étaient bons en maths et en chimie, donc il faut un peu le rappeler. Et c'est vrai que, bon, indépendamment de ça, je pense que même des gens qui ont un intérêt maths spé, enfin latin, grec, souvent au départ, dans mes volets, c'était souvent des gens qui ont fait latin grec, qui s'orientaient en pharmacie à cause de toute la nomenclature en latin. Alors apparemment c'était plus facilité, mais pas du tout. Moi je pense que c'est une question d'état d'esprit. Soit vous êtes un humaniste quelque part dans l'âme, soit vous ne l'êtes pas et vous êtes monolithique et vous faites que ça. Parce que c'est ça qu'en fait on reproche aux médecins finalement d'être des gens uniquement hyper spécialisés. Et hyper complètement le contexte médical, enfin le contexte humanistique de la médecine. On considère pas les gens comme des cellules. On peut pas tout réduire à une cellule. Donc c'est vrai que malheureusement les gastro-entérologues, les oncologues avec qui je collabore, eh bien ils ont perdu, je pense, un petit peu cette âme de la médecine d'antan où on considérait le tout. Vous me direz, on peut pas tout faire. Et moi je suis pour une médecine interdisciplinaire. Et je suis désolé, il faut arrêter de toujours imaginer que le pharmacien c'est moins que le médecin. Ce n'est pas vrai. C'est complémentaire. C'est faux, c'est hyper complémentaire. Et tout dépend, et c'est ce que je dis à mon personnel, tout dépend de votre attitude. Si vous êtes dans vos petits souliers et que vous regardez les gens et puis dire allez voir le médecin, alors bien sûr il faut être conscient de ses limites. Alors ça je suis intransigeant. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Moi-même, je donne l'exemple, si je ne sais pas, je dis ouvertement je ne sais pas. Voilà. Être à l'aise avec soi-même. Alors si, c'est ce que je dis en fait par rapport à la pharmacie, que j'ai conçu en fait comme un théâtre. En fait, je me destinais pas du tout à la pharmacie, pour la petite histoire. Ok. Moi, je me destinais à la mise en scène. J'ai fait les cours Florent à Paris. J'ai dû arrêter parce que mon papa, finalement, pour des questions, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, par loyauté au clan, j'ai arrêté les cours Florent. En fait, je me destinais à une carrière d'artiste. Là aussi, mais vous êtes artiste aussi ici, en réalité. Alors, je monte en scène tous les jours, en fait, quasi. Et c'est vrai que j'ai conçu la pharmacie comme un théâtre, avec une avant-scène, une scène et un backstage. Et du coup, mon personnel et moi-même, nous sommes sur les feux de la rampe. Donc quelque part, j'encourage tous les pharmaciens à traduire ce qu'ils sont dans leur officine. Ça sert à rien de recopier son voisin parce que de toute façon, ça ne correspondrait pas à l'âme de l'officine. Et c'est vraiment ce que je recommande. Enfin, après 20 ans de travail acharné, en fait, plus on est proche de ce qu'on est, et mieux on réussit. Plus on essaie de faire le pic-assiette et puis de regarder ce que fait le voisin, de recopier, de faire la même chose, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. De toute façon, quand on est soi-même, on est sur les rails, un peu. C'est l'étoile polaire, quoi. Exactement. Et on réussit quand on est passionné. Bien sûr. Mais c'est marrant, du coup, c'est un peu le même contexte qu'en France. Nous aussi, on a ce complexe. Et c'est aussi pour ça que ce podcast est né. Parce que moi, j'aimerais qu'on soit tous fiers d'être pharmacien. C'est une tellement belle profession. Absolument. Il est important de redorer le blason. Exactement. On peut être très fiers de ce qu'on fait. Je pense que malheureusement, il y a une méconnaissance complète de la profession auprès du public. Mais personne n'investit ou n'entretient l'image du pharmacien. C'est une profession absolument magique, dans la mesure où on peut faire à la fois de la clinique, et j'en suis l'exemple vivant, on peut faire de la prise en charge du patient, mais de façon
hyper, on va dire, structuré. Tout dépend de la manière dont on conçoit les choses. Si on se considère comme un boutiquier, comme un vulgaire boutiquier, comme on nous a représenté dans des parodies, typiquement avec l'équipe des Inconnus, on se marre. C'est-à-dire que oui, la carte pété 3 fois et puis Amstragram, on tire dans les bacs et puis on prend un médicament. Non, mais ça, c'est une caricature. Alors, si on l'a représenté comme ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui officient de la sorte. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, ce que vous me dites, ça me fait penser... parce qu'en France, nous, on a été attaqués par Leclerc qui voulait reprendre les médicaments. Et comment ils nous ont attaqués ? Ils ont envoyé quelqu'un dans une pharmacie qui est venu demander du Doliprane et la personne qui a délivré l'a délivré comme ça, sans rien dire. Donc forcément, ils ont été forts pour le coup, parce que voilà. Donc on s'est tiré un plomb dans l'aile parce que on est tombé dans une routine. Oui, complètement. On est tombé dans une approche hyper mercantile. Combien tu me donnes ? Je te donne 20, je te donne 30%. Je veux dire, ça c'est la mort de la profession. Vous avez aucune profession libérale qui négocie ses salaires. Est-ce que vous avez déjà vu un avocat vous donner 10% sur son salaire ? Est-ce que vous avez déjà eu un médecin qui négocie à 20 ou 30% au rabais ? Mais ça, c'est la faute à l'industrie. En fait, l'industrie ne considère même pas le pharmacien. Il ne le considère plus, c'est terminé cette époque. Ils se foutent complètement du pharmacien. À la limite, s'ils pouvaient le vriller, et puis c'est ce qui se passe, parce qu'en Suisse, malheureusement, il y a des institutions fêtières qui commencent à zapper le pharmacien, mais de manière magistrale. C'est-à-dire que les hôpitaux, les cliniques privées, les maisons qui font l'oncologie ne passent plus par le pharmacien. Parce que vous transformez dans une espèce d'office bancaire. Écoutez, comment expliquer un médicament qui coûte 4000 francs vous jouez plus au banquier pour garder ce médicament en stock. Vous gardez quoi ? 10%, 15% de marge ? Non, c'est ridicule. Je vous donne juste un exemple. Un médicament que je ne nommerai pas pour ne pas avoir de problème de conflit d'intérêts, qui coûte 4000 francs suisses. Vous l'achetez et vous gagnez dans la passe 10 à 15% à peine. Donc vous gagnez 100 francs pour avoir un médicament qui coûte 4000 francs. Vous avez vu ça où ? Même les mécanos, les gens, les garagistes n'ont pas... Mais c'est qui fixe ces prix ? C'est bien l'industrie. On a les mêmes problèmes. Mais bien sûr. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse de la politique, mais qui défend réellement la profession ? Il y a des gens qui sont nommés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? On peut se demander. Écoutez, on se fait bien auditer en tant que professionnel de santé. Pourquoi on n'audite pas les gens qui sont au pouvoir ? Pourquoi ils ne rendent pas des comptes ? Ils rendent des comptes entre eux. Bah oui, mais c'est ça qui va plus. Et je pense que tant qu'on a une mentalité de mouton, ça n'ira pas. Voilà. Donc vous avez étudié du coup en France, en Chine, en Suisse. Vous avez fait un PhD en plus. Donc vous avez... je pense que vous allez me dire que vous continuez d'étudier, mais vous avez étudié combien de temps ? Je compte pas. Et puis même maintenant, je n'arrête pas en fait de me former. En fait. Et c'est ça, je défends ce caractère humaniste de la profession. Pour moi, je n'arrêterai jamais d'apprendre. Et c'est ce qui fait le caractère privilégié d'une pharmacie qui évolue. On voit tout de suite des officines qui commencent à tomber en ruine. C'est des gens qui ont perdu l'âme ou qui ont perdu la foi dans la profession. Et c'est des gens qui se sont résignés. Moi, je parle de feu sacré. Alors, ils ont perdu le feu sacré. Exact. C'est le même terme que j'aurais employé. Absolument. Et selon vous, quel est le rôle du pharmacien et sa place dans la santé ? Il est extrêmement important parce que c'est une interface directe. C'est le seul professionnel que vous pouvez passer en une fraction de seconde. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, le délai d'attente pour voir un dermatologue, le délai d'attente pour voir un médecin généraliste. Ah, ici aussi ? Mais bien sûr. On parle plus de 3 mois, c'est 6 mois Pareil, maintenant. pour nous. Mais écoutez, c'est effrayant. Mais nous, on a une carte à jouer maintenant. Tous les pharmaciens qui ont le feu sacré, il y a de la place pour tout le monde, il faut arrêter de délirer. Je veux dire, il va manquer en Suisse d'ici 20 ans, ou 10 ans à peine. Je pense il y aura une pénurie de médecins généralistes. Nous, on y est déjà. Si vous saviez, on est dans une situation catastrophique en France. Ouais. L'hôpital public est en ruine. C'est les internes qui le font tenir. On a 1100 places vacantes en 2e année de pharma cette année. Donc, c'est
En fait, du coup, ce que je dis souvent, c'est là, il faut agir sur la prévention parce que bientôt, en tout cas en France, il faudra plus tomber malade, quoi. Donc je dis, prenez soin de votre santé parce qu'il n'y aura plus personne Alors, pour Chloé, vous on prendre parle en de charge. même langage. Moi, je défends le concept de médecine intégrative. Moi, j'étais le premier à instaurer Enfin, Sensu est la première pharmacie intégrative. Alors, j'ai eu la chance d'être... on dit, beaucoup de gens me qualifient de visionnaire. Bon, à la limite, ça m'est complètement égal de penser ça. Mais je fais ce que je pense être juste. Donc, on peut m'affubler de toutes sortes de qualificatifs. Oui, alors ça me fait plaisir, mais c'est pas ça, en fait. On peut jamais lâcher la bride. Même après 20 ans de métier, je peux vous dire, tous les jours, il y a des choses qui peuvent être remises en question. Et c'est pas parce que vous voyez une pharmacie un peu clinquante que tout se passe bien. Quand on est indépendant, tous les indépendants comprendront mon langage. Donc, il faut fédérer la profession. On n'est pas tout seul. Donc, si on continue à avoir cette mentalité de toute petite étriquée en disant « Ah oulala, le voisin il fait ça, donc moi je dois faire ça aussi. Je veux dire, mais arrêtez, il faut regarder ce que vous êtes à l'intérieur pour développer ce que vous êtes. Donc, je pense que on a une carte à jouer qui est très importante, surtout maintenant en temps de crise. Il ne faut pas rater le virage, il ne faut pas manquer le train. Je dis souvent, soit vous restez sur le quai de gare, soit vous prenez le train. Oh là là, oui, Voilà. vous voyez, on parle vraiment le même langage. Mais vous avez dit quelque chose d'important aussi. Vous avez dit tout peut être remis en question. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd, c'est le doute. Et normalement, en tant que scientifique, on est censé douter tout le temps. Bien, écoutez, je vous remercie de poser cette question, surtout après la période du Covid. Je ne sais pas où est passé le sens critique. Je ne sais pas où est passé le bon sens. Qu'est-ce qu'on fait Oui, complètement. Non, bon, je ne vais pas ouvrir la parenthèse. C'est pas l'objectif de notre interview, mais je peux vous dire que j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Quand on pense que des gens comme le professeur Perron, qui a été limogé, qui a été aujourd'hui heureusement remis à sa place, c'est un vrai scandale ce qui se passe. Au nom de qui on peut dire la science, avant tout, c'est d'observer le sens critique. Blaise Pascal en parlait, enfin, je veux dire, Descartes en parlait, je veux dire, même Einstein en parlait. Donc, il faut arrêter de croire qu'on a la science infuse. Complètement. C'est hallucinant. Ce problème du Covid a fait ressurgir énormément de choses sur la condition humaine. Et je reviens aux mots même de Voltaire ou de Rousseau. L'histoire se répète inlassablement. Je veux dire, la fleur au fusil, on est là à toujours répéter les mêmes bêtises, les mêmes conneries se répètent. Donc, je veux dire, l'histoire se renouvelle indéfiniment. Donc, si on veut vraiment sortir de ce marasme intellectuel et je dirais de ce marasme de vie dans lequel on se trouve aujourd'hui, je veux dire, on continue à s'appauvrir. Mais pas que financièrement. On s'appauvrit aussi intellectuellement. On devient des ânes battés. Je veux dire, des moutons de panurge qui suivent. Enfin, on n'a plus ce recul sur le quotidien. On est tellement malmené par une société qui est déjà cancérigène, mais qui plus est une société où on n'a plus de valeur. Oui. Les valeurs plus de valeur et plus de culture. On ne s'occupe plus de son voisin. Si on pouvait... Le nombre d'SDF que j'ai eu en France, mais c'est lamentable. Et la Suisse, ça suit derrière, je peux vous dire. Hein. Je pense que nous, on les cache, les SDF. Ils font quoi, nos politiques? Alors voilà. Moi, je pense qu'il faudrait avoir plus de pharmaciens dans le monde politique. Ça, c'est un petit peu le cri que j'aimerais lancer. C'est que s'il y avait des pharmaciens qui ont le sens politique, le sens économique, je pense qu'on a tout pour bien faire. C'est à nous de rétablir l'équilibre dans le déséquilibre. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais si on continue à se laisser et à geindre, comme j'entends nos aînés, moi depuis que je suis aux études, chaque fois que je vais dans des collectifs de pharmaciens, mais c'est à pleurer. Mais on dirait qu'on n'a pas... Mais ça fait 30 ans qu'on est en train de pleurer, dire « Ah oui, on nous a tout pris. On est en train de demander l'aumône. » Mais c'est un scandale. Le pire, c'est que les plus grosses attaques viennent de pharmaciens. Enfin, au final, ça vient de nous en plus. Mais c'est nous qui nous tirons la balle dans le pied. Si on était plus unis et plus dans la concertation, et puis avoir des gens qu'on puisse élire et puis qui nous défendent véritablement... Et puis ces gens-là, s'ils sont élus et puis qu'ils ne remplissent pas le mandat, on les change.
Mais c'est où qu'on ne fait pas ça? Je veux dire, nous, en tant que pharmaciens, on est jugés, même, enfin, pas que pharmaciens, les médecins, pareil. Si on ne fait pas, on va dire, des formations continues, vous croyez quoi? Vous croyez que je vais avoir encore mon titre d'officine? Non. Mais c'est fini. Oui. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un sait tout ça au niveau du grand public? On voit que des énormités, on voit que des clichés concernant le pharmacien boutiquier, le pharmacien s'est fait bouffer de son terrain. On s'est fait voler notre métier. Pire, il y a une ubérisation de la profession. Mais après, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est en temps de crise que le meilleur ressort au final. Moi, je vois ça quand même comme une opportunité. Je pense qu'il y a des feux sacrés qui vont sortir de là. J'espère bien. Et c'est vrai que c'est toujours par temps de crise qu'il y a voilà, après la pluie, il y a le beau temps. Mais c'est vrai qu'il faut profiter de ce dérèglement pour mettre de l'ordre. Moi, si j'avais le choix, là, si j'avais un bouton pour appuyer et dire qu'il s'est jamais passé ce qui s'est passé pendant 2 ans, je voudrais pas parce que ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai eu des énormes déclics grâce à cette période. Donc au final, j'ai beaucoup de gratitude parce que je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas passé tout ça. Je vous rejoins tout à fait. Et puis c'est aussi, encore une fois, la question d'état d'esprit. Tout dépend de la perspective que vous regardez. Si vous voyez toujours le verre à moitié plein, vous serez toujours gagnante. Voilà. Et je reviens toujours à cette question d'état d'esprit. Oui, c'est difficile, oui, c'est pas évident, mais on a ce qu'on mérite aussi. Voilà. Et quelle est votre vision de la santé? Ça, c'est compliqué. Hein. Alors, oh oui, j'adore, vous avez regardé votre montre là. Non, je suis désolé, non, c'est pas le but. J'ai beaucoup de plaisir à faire cette interview avec vous, mais je fais attention, simplement. La vision de la santé. Alors c'est une excellente question. Ma vision de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, se veut d'être pour moi interdisciplinaire. La vision de la santé pour moi, c'est d'être proactif. Je dis souvent, c'est comme aux échecs, il faut avoir 3 temps d'avance. On ne peut plus aujourd'hui traiter le patient comme en aigu, comme en chronicité. C'est pas possible. On est très 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 bon pour récupérer des gens qui se fracassent sur la route, de les réparer entre guillemets, mais on est très mauvais pour les pathologies chroniques. En fait, le problème de nos médications, c'est qu'on traite des pathologies aiguës comme des pathologies chroniques. Et ça ne va pas. Donc il y a un gap complet. Je veux dire, il y a un changement de paradigme qu'il faut impérativement instaurer. Et c'est là qu'on a notre carte à jouer. Malheureusement, on ne forme pas nos pharmaciens ni nos médecins à une approche plus intégrative. Ça commence. Moi, il y a des mentors en France, par ces médecins français, que j'ai été ouvert au monde de la micronutrition. Vous pouvez en citer quelques-uns? Alors, j'ai nommé déjà c'était le professeur Coudron déjà. Oui, absolument. Quand je l'ai rencontré, on a eu beaucoup d'échanges. Et c'est vrai que il y a le professeur Castronovo aussi, je crois. Castronovo aussi, bah oui. Alors oui, c'est un ténor. Vous voyez, il y a le ténor du barreau. Castronovo, c'est aussi le ténor. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais c'est spectaculaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Quand on le voit, on dirait qu'il monte sur scène, mais il a des choses à dire, ce monsieur. Donc je pense qu'il faut écouter et donner la parole à des gens qui sont multiculturels. Il y a aussi Denis Richer, bon, il n'est pas médecin, je crois qu'il est biologiste. Aussi, il a des choses à dire. Chez nous, on a aussi des gens très intéressants, mais on est isolés. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on se rassemble plus. Oui, absolument. Je suis sûr qu'il y a des gens hyper intéressants, très très originaux, mais qui n'en peuvent plus de la société. Oui. Et aussi, moi je pense qu'on a peur un peu, surtout vu ce qui s'est passé pendant 2 ans, on a peur. Mais écoutez, alors on est dans un régime fasciste. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Elle est où la liberté de penser? Elle est où la France? Oh oui. Elle est où la France? Je suis désolé, mais j'ai l'impression que la France, c'est un pays de perdition. C'est en train de devenir une vitrine. Complètement. C'est une vitrine. Je sais pas qui a le pouvoir, à qui profite le crime.
Mais il y a des cerveaux en France, mais qu'on les fasse parler. Moi, je comprends pas. Il y a des gens hyper intelligents qui ont fait... Alors, c'est pas parce que vous faites l'ENA que vous êtes intelligent, il y a des cons partout. Complètement. Mais il y a des gens qui ont des choses à dire. Mm. Je vais pas nommer d'hommes politiques, mais je peux comprendre le peuple français. Chaque fois, on se la ramène avec des discours complètement désuets. Enfin, c'est toujours la même sauce, mais on rafraîchit l'histoire. Et puis, alors, ok, la théorie c'est une chose, mais la pratique, dans les faits, qui se passe quoi? Rien du tout. Donc, il y en a marre de mentir aux gens, il y en a marre de dire toujours les mêmes bêtises, et puis finalement, en fait, on doit juger les gens aux actes. C'est ça, c'est les actes qui comptent. Mais si vous retournez votre veste une fois que vous êtes élu, ça, c'est la plus grande mafia qui existe. Mais ça, je n'invente rien, je veux dire. L'histoire est peuplée malheureusement de ce genre de mésaventures. Mais pourtant, on continue, et la vie continue. On est là dans ses petits souliers, et tout ce qui compte, c'est d'avoir sa petite maison, sa voiture. Sa retraite, en Sa France. retraite. Ouais. Bah, oubliez les retraites, c'est tout. Oui, complètement. Vous vous êtes fait complètement arnaquer, là. Ouais, mais même je pense que ça nous sert pas au final, trop d'aide, trop de soutien comme ça, c'est ça qui fait au final l'abrutissement général. Et le fait que plus personne ne réfléchit et tout, c'est lié justement à ce système social et cet état qui vous prend en charge en fait. Du coup, il y a un parachute tout le temps, donc pourquoi aller chercher en fait? Bah, il y a une aliénation complète de l'inconscient collectif. Je pense que c'est ça le problème. Et il faut se réveiller. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme. Il faut absolument vers une évolution, un éveil de la conscience. Et tant qu'on abrutit les gens avec des émissions télévisées, qu'on les abreuve de sucre, eh bien, le problème, c'est qu'on va constituer des générations d'abrutis. Mais là, c'est inquiétant, là, avec le Covid. Le fléau aujourd'hui, c'est... Les jeunes, on le voit, vous avez vu, ils sont tous sous anxiolytiques, enfin, en tout cas en France, tous sous anxiolytiques, sous antidépresseurs. Ils veulent plus sortir, parce que du coup, moi, je communique aussi beaucoup au national avec les facs, et je sais que les promos Covid, comme ils appellent ça, ils veulent plus sortir. C'est comme s'ils avaient développé une phobie sociale. Ils veulent plus se rencontrer, venir à la fac, participer à la vie étudiante, ils veulent plus. Non, il y a un repli sur soi qui est très, très inquiétant. Donc ça veut dire encore plus de consommation de réseaux sociaux, de télé, donc l'abrutissement encore plus, quoi. Donc ouais, c'est vrai que... C'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème de pollution systémique. C'est-à-dire qu'on pollue nos eaux, pollue nos terres, on les rend absolument stériles. Donc comment voulez-vous constituer des générations de personnes et d'humains qui soient bien pensantes? Puis aussi, on le voit, c'est nos modes de vie qui nous rendent malades. Toutes les maladies, le cancer, le diabète, le cholestérol, tout ça, c'est lié à nos modes de vie. Donc, il faut revenir aux bases, en fait. Revenir aux bases, activité physique, bon sommeil, boire de l'eau, rien que ça, déjà, avant de vouloir... Vous voyez, c'est ce que je dis dans ma consultation. Parce que c'est vrai que j'ai développé un contexte hybride en tant que thérapeute et médecin acupuncteur. Donc, c'est vrai que j'ai cette vision double, voire triple. Donc c'est sûr, c'est ce que je souhaite à la base pour le pharmacien, c'est qu'il remplisse ses fonctions, qu'il puisse se former à une physiopathologie qui lui permette de soutenir l'activité médicale qui est carencée aujourd'hui. Donc le pharmacien, il faut qu'il arrête de se cacher derrière ses fagots, derrière ses pseudo-médicaments. C'est pas que je suis contre les médicaments, mais il faut une vision complète. Si vous avez un discours... Est-ce que quelqu'un a parlé pendant ce temps du Covid des huiles essentielles? Personne n'a parlé de ça aujourd'hui. On les a... La solution, oui, on les a séquestrées. C'est un scandale. Ouais. Mais les huiles essentielles sont des médicaments. Mais bien sûr, c'est tellement puissant. Justement, hier, j'ai été avec un pharmacien, on a fait une préparation à base d'huile essentielle. Et moi, je suis très très sensible. Tachycardie, au bout de 40 minutes à préparer, puis je l'ai goûté aussi, tachycardie. Donc on voit que c'est très 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 puissant. Très puissant. Bien sûr. Et c'est une connaissance qu'il ne faut pas nous enlever. C'est précieux. Surtout que c'est pour moi, c'est à manipuler avec précaution. Mais donc c'est comme les plantes, c'est comme la phytothérapie. Écoutez, la chimie, c'est une pâle copie de la nature. Donc il faut arrêter maintenant de dire n'importe quoi et de dire que c'est la médecine. Oui, la médecine, c'est un sens critique de l'humain et de la biologie du vivant. Donc il faut arrêter de nous raconter des histoires. Voilà. Moi, je suis plus pour une vision de la culture. Il faut
absolument abreuver, il faut aller à des banquets de connaissances. Moi, je ne glorifie que la connaissance. C'est tout ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de développer un sens critique auprès des gens. Et on a un rôle à jouer en tant que pharmacien. C'est d'éveiller les consciences. Il faut arrêter d'être des moutons, ça suffit. Comment résumeriez-vous l'approche que vous mettez en place ici à la pharmacie Senzu? Vous savez, j'ai donné un qualificatif qui se veut un peu élitiste. C'est un peu le critère, la remarque qu'on m'a fait, mais ça m'était complètement égal parce que j'ai nommé cette place comme une agora intégrative. Je suis très inspiré du temps des Grecs. Socrate l'avait bien compris aussi à l'époque. L'agora, c'est un lieu d'échange où le peuple peut échanger avec les nantis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne sont plus les esclaves d'eux-mêmes. C'est-à-dire on donne la porte à la connaissance, à la culture, et ça permet d'échanger avec des gens qui ont appris. Mais grâce à cette connaissance orale, vous faites des gens qui permettent d'utiliser leur cerveau. Parce qu'on a la chance d'être des gens bien pensants, avec un cerveau qui nous permet d'évoluer. Et si on n'évolue pas, on involue, donc on régresse. Et c'est pour ça que je parle d'agora intégrative, parce que je n'ai de cesse de dire que aujourd'hui, un professionnel de santé se doit de communiquer avec un autre professionnel. Et c'est de nouveau cette question de respect dans la profession. Alors ça commence. Est-ce qu'il faut tous s'appeler docteur? Mais on s'en fout des titres. C'est pas ça le problème. C'est de nouveau qu'est-ce que vous faites sur le terrain. Vous êtes docteur, et alors? Alors vous avez un titre honorifique, mais qui vous place sur un piédestal. Qu'est-ce que vous faites dans les faits? Combien de vies vous avez sauvées? Combien de gens avez-vous sortis du marasme? Bref, ça c'est une autre question. Donc aujourd'hui, quand vous avez une officine, vous êtes maître de votre univers, vous êtes maître, vous êtes régisseur de votre monde. À partir que vous rentrez dans une officine, on rentre chez vous, quelque part. Donc, vous avez absolument le droit de faire ce que bon vous semble, à condition que vous respectez les lois, à condition que vous respectez la profession. Vous pouvez décliner les pharmacies comme vous voulez. Regardez la profession de coiffure. Regardez la profession des artisans boulangers pâtissiers. Mais on est tous des artisans. Pourquoi on va chez tel pâtissier en France? Il y a aussi des ténors du pâtissier, là. C'est incroyable. La France, c'est l'aspect culinaire. Pourquoi on va chez tel ou tel pâtissier? C'est parce que justement, sa créativité fait ressurgir tout l'art de la pâtisserie, de la boulangerie. C'est aussi complexe que la pharmacie, je suis désolé, il faut arrêter. Oui. Je veux dire, il n'y a pas de sous-métier. Complètement. Tant qu'on a le feu sacré. Mais tant qu'on a le feu sacré. Écoutez, allez voir un horticulteur, allez voir quelqu'un qui est paysagiste, allez voir quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait de l'électricité. Je veux dire, ces gens ne sont pas plus débiles que d'autres. C'est des gens, s'ils sont passionnés, ils font ressurgir tout un pan de la culture et de la connaissance qui est unique. Vous voyez? Donc, il faut arrêter de se la raconter, il faut arrêter de se la jouer chaque fois en disant « Ouais, je suis pharmacien, je suis médecin, je suis avocat, et so what ?» Oui. Donc, il y a une espèce d'humilité qu'il faut avoir par rapport à ce que l'on sait, par rapport à la connaissance. On n'est absolument rien. Donc, aujourd'hui, il faut faire, on va dire, profil bas, et il faut balayer devant sa porte et arrêter de critiquer son prochain, et je pense que ça irait mieux. Voilà. Et quelle est, selon vous, la chose essentielle là qu'on pourrait mettre en place tout de suite pour reprendre le pouvoir sur sa santé? La première chose qui vous vient en tête? Eh bien, vous l'avez dit, c'est de revenir à des fondamentaux. Ça veut dire revenir à la simplicité. Ça veut dire à s'écouter soi-même. Ça veut dire se demander où vais-je, dans quelle étagère. Ça veut dire qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que je mange, si c'est pas de la merde ou c'est pas autre chose. Qu'est-ce que je mets en bouche? La conscience pour moi se définit par votre attitude. Donc à partir du moment où vous allez contrôler ce que vous mettez dans l'assiette, vous devenez un être conscient. Et je dirais que la santé commence par ce que vous mettez dans votre bouche. Voilà. D'accord. Super. Et est-ce que vous avez un livre ou un film à nous conseiller? Il y en a plein. Il y a plein de livres, il y a plein de... Je réfléchis parce que...
Vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'épigénétique. Ça fait partie d'une thèse que je défends actuellement. Et dans l'épigénèse, il y a tous les champs des possibles. Mais je réfléchis à quelque chose qui me semble important en termes de bouquins. En fait, je lis beaucoup de livres, mais ils sont pas... pas accessibles si on n'est pas un lecteur, quoi. C'est ça, mais Oui. Enfin voilà, il n'y a rien qui me vient comme ça, qui soit comme ça abordable sans que ça soit des livres trop spécialisés. Mais en fait, moi, je demanderais à lire des choses qui vous inspirent. En fait, les livres de chevet, c'est les livres qui vous permettent de vous développer sur tous les plans. Donc, moi, je dirais, investissez dans votre santé, intéressez-vous à tout, à ce qui pourrait anoblir votre être. Voilà mon conseil. Donc, les lectures, il y en a plein. Moi, je n'ai pas une lecture en particulier. Ce serait faux et vaniteux de ma part de dire, voilà, quel conseil je pourrais vous donner. Je dirais, moi, mon conseil, c'est d'être curieux. C'est d'être inlassablement curieux. Vous intéressez à tout, aux mathématiques, à l'économie, à la littérature. C'est pas parce que vous faites pas un doctorat une thèse en littérature que vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Je veux dire, soyez curieux. Pour moi, c'est ça le signe de la santé. À partir du moment où vous vous intéressez à rien, vous êtes vraiment malade. Merci beaucoup, docteur, pour cette interview. Je vous en prie.